bienvenue sur le plateau de Confronti. À 16 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les programmes des candidats commencent timidement à être débattus après une campagne polluée par les affaires. À droite, François Fillon, le candidat Les Républicains, assume un programme résolument libéral pour endiguer la dette, relancer la croissance et faire repartir la machine économique. L'ancien Premier ministre tape fort sur les fonctionnaires. Il veut supprimer 500 000 postes s'il était élu. Emmanuel Macron, lui, veut supprimer 120 000 postes dans la fonction publique sur 5 ans, mais en créer là où il y a des besoins, notamment dans l'éducation nationale, la police et la gendarmerie. Marine Le Pen, elle, propose la création de 15 000 postes dans la sécurité, mais comme elle veut supprimer les régions, elle envisage de redéployer les fonctionnaires là où il y a des besoins. Comment ces annonces sont-elles perçues par les fonctionnaires? Sont-ils des privilégiés? Ont-ils des avantages que les salariés du privé n'ont pas? Les fonctionnaires passés au tamis de l'élection présidentielle, c'est le thème de Confronti ce soir avec nos 4 invités. Bonsoir à tous. Bonsoir. Josette Risterucci, vous êtes fonctionnaire hospitalier, porte-parole de la CGT Santé à l'hôpital de Bastia. Charles Soukarili, bonsoir. Vous êtes président du MEDEF et vous êtes chef d'entreprise. Fabien Minéo, bonsoir. Vous êtes enseignant, secrétaire départemental du syndicat national unitaire des professeurs des écoles. Vous êtes en poste à Luchan. C'est ça. Et enfin, Jean-Charles Martinet, vous êtes président de la Chambre des métiers de Haute-Corse. Vous avez été élu il y a quelques semaines. Tout à fait. Alors, combien y a-t-il de fonctionnaires en France? Sont-ils plus nombreux que dans les autres pays européens? C'est souvent une question qui fait débat. Voici les chiffres. France, 5,2 millions de fonctionnaires. Allemagne, 5 millions. Pologne, 3,5 millions. Italie, 3,4 millions. Avez-vous l'impression qu'il y a trop de fonctionnaires en France par rapport à d'autres pays européens? Josette Risterucci. Vous êtes voisine d'Allemagne, à peu près. Il y a 200 000 postes, 2 millions de postes différents. 200 000 postes différents. Les chiffres qui sont donnés et que communément on veut diffuser donc dans la presse, c'est la comparaison effectivement avec l'Allemagne. Moi, je vous parlerai du Danemark. Pays du Nord, oui. Qui est le meilleur élève et qui emploie le plus de fonctionnaires, puisqu'il faut prendre le chiffre par rapport à la population. Il faut faire le ratio par rapport à la population. Alors combien au Danemark? Et donc le service rendu, le Danemark se situe en pôle position donc de cette courbe. De cette courbe avec la Suède, la Pologne, l'Estonie, la Slovaquie, la Hongrie, enfin voilà. Donc la France n'est pas le mauvais élève et les fonctionnaires en France ne sont pas les bêtes à abattre. Alors messieurs, vous qui représentez plutôt le privé, est-ce que vous avez l'impression, vu de vos entreprises, qu'il y a trop de fonctionnaires en France? Écoutez, moi je ne vais pas prendre position s'il y a trop de fonctionnaires ou pas en France. Par contre, ce qu'il y a de certain, il faut se poser la question, est-ce que le service qui est rendu à la population par les fonctionnaires est efficient ou non? Je crois que la vraie question est là, puisque l'impression qu'a la population, c'est que le service est à peu près bien rendu ou mal rendu en fonction de certains services qui peuvent être offerts. Les fonctionnaires ont, eux, l'impression que le service rendu et que la population est très dure avec et qu'il y a une vision du fonctionnaire qui est très dure au niveau de la population. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est n'y a-t-il pas un travail à faire pour réexpliquer un petit peu les rôles et les positions de chacun? Alors Fabien Minéo, est-ce que la fonction publique est mal perçue comme par certains administrés, comme le dit Charles Soukarili? Est-ce que... Moi j'ai envie de dire, est-ce que finalement, y a-t-il assez d'enseignants aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont correctement remplacés? Est-ce qu'il y a suffisamment dans nos hôpitaux qui fonctionnent quand même bien, mais y a-t-il suffisamment de personnel, d'infirmiers? Y a-t-il suffisamment de douaniers aujourd'hui en Corse pour surveiller les côtes par rapport à tous les trafics qui se font? Moi je dis non. Je dis aujourd'hui non. Les chiffres sont têtus. On a vécu une période, je parlerai de ce que je connais le mieux, l'éducation nationale, où il y a eu une saignée entre 2007 et 2012, où on avait un taux d'encadrement, parce qu'on est un département rural, où ça impacte fortement. 40% des écoles sont des écoles à une classe ou à 2 classes. On est passé d'un P sur E, c'est le ratio qui existe aujourd'hui pour calculer pour 100 élèves le nombre d'enseignants. Il était à 6. C'était l'un des plus hauts de France, mais qui s'expliquait par la ruralité, par les besoins de bilinguisme. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5,50. Ça paraît rien, mais en termes de postes, on en a perdu énormément. Aujourd'hui, moi je dis le tissu économique corse, parlons de ce qu'on connaît le mieux, a besoin de fonctionnaires parce que les hôpitaux
nous avons des médecins qui sont performants. Quand on se casse, on a une population vieillissante. Quand on se casse un col du fémur abacia, eh bien, on est pris en charge efficacement. Mais aujourd'hui, quand on a affaire de près au service à la fonction publique hospitalière, on voit qu'ils sont dans la difficulté, qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et l'éducation nationale, c'est pareil. Et la fonction publique territoriale, c'est pareil. Jean-Charles Martinet, alors vous êtes artisan. Vous voyez ça comment? Vous trouvez qu'il y a trop de fonctionnaires? Moi, déjà, j'ai du mal à comprendre comment on peut supprimer 500 000 postes dans le fonctionnariat. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Avec les suppressions? Non, pas spécialement, parce que j'ai pas d'a priori sur les gens qui sont dans le fonctionnariat. Je dirais, c'est des gens sûrement qui travaillent. Moi, je suppose que s'ils ont été mis en poste, c'est pour travailler. Parce que nous, les artisans, quand on met quelqu'un en poste, c'est pour travailler. Maintenant, je rejoins Charles sur ce qu'il disait. C'est sûr qu'il doit y avoir des tirs au flanc. Ça, on en a bien conscience dans le privé aussi. On a des gens qui ne donnent pas le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Mais dans le fonctionnariat, ce qu'il est important de dire, c'est que c'est quand même une force économique pour notre région. Et moi, je suis plus là pour discuter de notre région. On va en parler. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est le devenir de ma région, entre autres, même si le devenir de la France continentale m'inquiète aussi sur ce point-là. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est le devenir de notre région. Et on sait que les fonctionnaires jouent quand même un rôle prépondérant pour les commerces en Corse et les artisans. Je n'ai pas dit que les fonctionnaires étaient des tirs au flanc. J'ai dit qu'il y avait un problème de ressenti par rapport aux services rendus à la population. Je n'ai pas dit qu'elle est... Attention. Bon, après, si vous voulez, sur le nombre de fonctionnaires en Corse, évidemment, ils font partie totalement de l'économie de la Corse. Pierre Gattaz, le numéro 1 du MEDEF, a dit récemment dans la presse, c'était en janvier dernier, le 17 janvier exactement, il affirmait dans la presse que l'annonce faite par François Fillon de supprimer 500 000 fonctionnaires allait mettre le feu dans le pays, qu'il ne fallait pas faire ça comme ça. Il a raison? Très certainement, mais je crois qu'il faut revoir la méthode. D'abord, comme disait notre ami là, à un moment donné, si vous voulez, il faut apporter de l'efficience à tout ça. Il faut peut-être auditer un petit peu les différents services pour voir s'il manque réellement des fonctionnaires ou pas. Et peut-être remettre des fonctionnaires à d'autres places pour essayer de combler les services où il n'y en a pas assez et d'autres où il y en a assez. Quand on parle de l'éducation nationale, bien évidemment, la Corse, avec ses problèmes de ruralité, on est obligé de garder quelques petites écoles en accès aux petits villages, etc. Voilà. Alors, pas de tir au flanc, on dit, c'est messieurs. D'abord, il faut être fier. Messieurs, tous les deux. Oui, il faut être fier d'être fonctionnaire. Beaucoup aujourd'hui ont oublié ce que c'était qu'être fonctionnaire. C'est servir l'État. Servir l'État, et on est payé par l'État. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi redéfinir notre champ et notre compétence. Moi, je pense qu'il faut déjà redorer cette image du fonctionnaire qu'on essaye de ternir. Et ça passe, l'exemple, il vient du haut. Et aujourd'hui, je pense que l'exemple n'est pas très mal donné, pas très bien donné. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires, les responsables politiques de haut niveau... Bon, eux ne sont pas fonctionnaires. Oui, mais ils sont payés avec de l'argent public. Non, quand on est député, ministre, voilà, on est payé par de l'argent public aussi. Et certains se sont des rentes pendant 30 ou 40 ans. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut être fier d'être fonctionnaire, faire son travail correctement. Ça demande aussi, effectivement, des évaluations, de la formation et ne pas avoir peur, effectivement, d'être évalué. Et aujourd'hui, on souffre en France du poids d'organisation administrative totalement inadéquate. Vous parlez d'évaluation, mais vos collègues fonctionnaires ne sont pas tous d'accord avec ça. Et chez les enseignants, Fabien Minéo, l'évaluation... Alors, vous évaluez, mais vous ne voulez pas trop qu'on vous évalue? Ah, pas du tout. Nous, on est évalués tous les 4 ans. Non, mais j'entends. Je caricature un peu. Mais je veux dire, certains si tout le monde était visité par des inspecteurs tatillons, comme nous les avons dans notre département, je ne citerai personne, je vous assure. Alors, ce qui est marrant, c'est que chez nous, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que un enseignant, on le voit, il est clairement identifié, il a une classe. Donc aujourd'hui, dire que dans l'éducation nationale, il y a des planqués, c'est pas possible. Dire que dans les hôpitaux, il y a des planqués, je ne sais pas où ils sont. Parce que moi, je les ai pas vus. Mais si on vous évalue, est-ce qu'on peut vous sanctionner? C'est ça la question. Parce qu'un salarié du privé qui va être évalué par son chef d'entreprise, il peut être sanctionné. Bien sûr. Alors, et vous? Je peux vous dire qu'il m'arrive
d'accompagner auprès de l'inspecteur d'académie, dans chaque département il y a un inspecteur d'académie, des personnes qui doivent être défendues par rapport à des mises en cause ou par rapport à des sanctions disciplinaires. Donc la sacro-sainte croyance de dire il y a la sécurité de l'emploi, certes, il y a une certaine sécurité de l'emploi, mais si demain on dysfonctionne, eh bien on est sanctionné, bien sûr. Encore faut-il que ceux qui évaluent soient aussi, eux, compétents. Et je crois qu'au-delà de cela, c'est pas toujours le cas. Au-delà de cela, nous sommes en première ligne. Les premiers qui nous sanctionnent, ce sont les parents. Si demain vous faites mal votre travail, je peux vous dire que des lettres et des remontées auprès de nos autorités, il y en a. Donc, pour ce qui est de l'éducation nationale, ne vous inquiétez pas, la sanction, elle peut être même double. Les chiffres de la fonction publique en Corse, puisque vous y faisiez référence tous, la fonction publique en Corse représente une part importante de l'activité salariée. Selon les chiffres de l'INSEE, il y a 30 000 fonctionnaires en Corse. Le ratio est le suivant, 93 fonctionnaires pour 1000 habitants. C'est 7 points de plus que sur le continent. Sauf que, si l'on prend en compte la fonction publique hospitalière, on en parlera dans un instant, là le ratio est inversé, puisque dans les hôpitaux publics, la Corse est moins bien lotie que sur le continent. 14 agents hospitaliers pour 1000 habitants contre 18 au niveau national. On va prendre les chiffres les uns après les autres, si vous le voulez bien. La Corse est la région de France où il y a le plus de fonctionnaires. Elle est classée parmi les 3 régions les mieux dotées. Est-ce que ce n'est pas aussi un échec du privé qui finalement n'arrive pas à créer assez d'emplois ? Je ne pense pas qu'on peut interpréter comme un échec du privé. Je crois surtout qu'en Corse, on est un arrondissement de Paris, un quartier de Marseille, et avec les mêmes contraintes de services publics qu'il peut y avoir sur des grandes villes ou des grandes régions. Avec la bidépartementalisation, nous avons 2 départements, nous avons une collectivité territoriale, et nous sommes obligés d'avoir les services, que ce soit en Corse du Sud ou en Haute-Corse, les mêmes services qu'on doit donner à la population. Donc c'est peut-être une explication qui fait que le taux de fonctionnariat est plus important que sur les autres régions du continent. Oui, moi, j'irais plutôt sur une autre voie. Si le privé souffre en Corse aujourd'hui, c'est parce qu'on souffre de charges récurrentes on va parler. Qui pèsent sur les TPE et les PME de la Corse. On connaît le handicap, même si certaines personnes m'ont dit non, c'est pas un handicap. Pour moi, la mer, c'est un handicap. Quand on prend un billet d'avion pour monter, se former à Paris, c'est un handicap. Donc, si les charges, les baisses des charges, les hommes qui se présentent à la présidence de la République, là, les candidats qui vont se présenter prennent en compte nos doléances, elles sont simples. Une baisse des charges, une meilleure rémunération de nos ouvriers, nous-mêmes, on est prêts, puis nous, on est prêts à passer des accords avec le futur président de la République en disant baisse des charges, on reverse immédiatement, mais une baisse des charges significative. Pas des baisses des charges. Pour dire, moi j'en ai un peu marre d'entendre qu'il y a les patrons d'un côté, les fonctionnaires de l'autre. Moi je suis tout à fait en accord avec M. Tsoukairi. Aujourd'hui, et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, aujourd'hui il parle d'audit, moi je suis d'accord. Ramenons ça aussi au contexte politique local. Les alternances politiques pour les territoriales, pour les départements, elles ont eu à chaque fois leur lot de recrutement. Il faut le dire. Non, on va le dire, on a des chiffres. Il y a eu la gauche, il y a eu la droite, il y a eu les nationalistes. Donc n'ayons pas peur des mots. Effectivement, alors aujourd'hui, nous sommes à l'aube, en janvier 2018, d'une collectivité unique. Peut-être que l'audit est nécessaire pour voir effectivement si les doublons, comme on les suppose, on les imagine, mais on n'en est pas certain, sont réels, ou bien si c'est du domaine du fantasme. Et à ce moment-là, les chiffres, on pourra les faire parler. Au-delà de cela, il y a un morcellement, et je suis d'accord sur la bidépartementalisation, et au-delà sur le côté rural, qui plombe partout les besoins dans les petites structures et dans les petites communes. Allez-y. Je voudrais quand même dire qu'il faut arrêter d'opposer la fonction publique, effectivement, et le monde du travail du secteur privé. Pour autant, on est tous conscients que tout le monde voudrait avoir la sécurité de l'emploi. Et ceux-là même qui aujourd'hui suppriment les postes ou voudraient les supprimer sont les premiers à essayer de faire entrer, entre guillemets, dans la fonction publique, beaucoup de monde. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc il ne faut pas être contradictoire. Moi, je redis, c'est de l'argent public, au même titre que quand on donne, par exemple, le CICE ou de l'argent public à des entreprises privées pour faire de l'emploi, c'est de l'argent public et on a forcément tous des comptes à rendre. Mais le fait que la fonction publique soit très développée en Corse, est-ce que ça ne crée pas une sorte de mimétisme chez les jeunes qui finalement veulent reproduire un système
Devenir fonctionnaire plutôt que se tourner vers l'entrepreneuriat, l'emploi privé. Non, parce que ce pas les mêmes métiers. Je crois que Josette l'a bien dit, à un moment donné, il faut arrêter de se tourner le dos et de regarder le privé ou le privé qui regarde le public d'un mauvais œil. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème d'image de l'entreprise, vous l'avez soulevé. Hein. Très souvent, en Corse, encore c'est ailleurs d'ailleurs, on ne cherche pas un travail, on cherche un poste. Mais ici, il y a beaucoup de TPE. On cherche un poste. Oui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail qui doit être fait aussi là pour changer l'image de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs ce que fait le MEDEF, les chambres de métiers, les chambres de commerce, etc., en essayant un petit peu de se rapprocher de l'enseignement, puisque vous savez que l'EPA, Entreprendre pour apprendre, intervient dans les écoles par le biais aussi de mini-entreprises qui se mettent dans les écoles avec l'éducation nationale pour essayer de changer un petit peu l'image de l'entreprise privée. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail important qui doit être fait, c'est le travail de tous, des enseignants, des chefs d'entreprise, de la population, pour redorer un petit peu l'image du privé en Corse, plutôt que le public, et ne pas chercher un poste, mais réellement un travail. Et pas d'opposer les deux. Moi, je crois que surtout pas. Dans le privé, en général, pour les TPE et les PME, c'est des très petites entreprises. Voilà, et les très petites entreprises et les PME, voilà, parce que au niveau de la Corse, on a des entreprises, que ce soit le MEDEF, pour le citer, et les artisans que nous sommes, c'est des entreprises de proximité à taille humaine, avec des gens qu'on côtoie tous les jours, avec qui on partage un café. On n'est pas dans ce que j'ai entendu hier soir de certaines personnes dans les nationales. Voilà, les multinationales. Et je voudrais quand même rejoindre M. Minéo sur un point, surtout quand il dit on s'est retourné vers nos hommes politiques en leur tendant la main, trouve un poste à un des miens et fais quelque chose, place-le et tout ça. Et ça, aujourd'hui, je l'ai dit dernièrement pour le statut fiscal et social de la Corse, il va falloir redonner goût à notre jeunesse, le goût du travail. Le goût du travail. Parce que nos ancêtres, ils travaillaient. C'était des travailleurs. C'était des gens qui savaient ce que c'était le labeur. Et je pense qu'on a perdu le sens du travail. Pas pour tout le monde, bien sûr. Je n'englobe pas tout le monde. Mais une majeure partie de notre jeunesse, on leur a fait croire, les uns et les autres, pour ne pas les citer. Pas tout le monde. Oui. Juste, moi je voudrais parler aussi, quand on parle de l'absence de travail et des chômeurs et de cette précarité, je voudrais parler de la place des femmes dans cette précarité. Et là, je profite justement d'avoir le MEDEF en face et de poser une question. Quand on est aujourd'hui, par exemple, dans la grande distribution, je ne parle pas des TPE, des artisans, je parle de la grande distribution, qui aujourd'hui reçoit quand même de l'argent et des aides, on est d'accord, et qui offre des emplois. Ce serait bien que la grande distribution qui puisse montrer l'exemple et offrir des emplois à taux plein avec des statuts qui ne soient pas des contrats d'une semaine sur une semaine pendant un an. On peut discuter de ça et être aujourd'hui dans la résorption de cette précarité qui touche beaucoup de femmes qui sont seules avec des enfants. Ça demande à être discuté. Je ne parle pas du petit ouvrier, je ne parle pas de celui qui n'a pas. Pour rejoindre M. Martinelli, je crois qu'à un moment donné, le modèle unique qui consiste à faire des études générales et à monter à la fac à Corté, il faut arrêter maintenant. Il faut justement que le privé, et à un moment donné, je prends mes responsabilités en le disant, mais il faut que la voie de l'alternance, elle pénètre toutes les couches de la société et également l'enseignement public. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à créer une société qui répond aux besoins de l'emploi. On le voit. On le voit. J'ai une mère qui a travaillé 40 ans pour l'emploi. Je connais un petit peu le monde de l'emploi. Donc, je sais qu'à un moment donné, il y a des métiers de bouche, par exemple, celui de boucher pour ne pas le citer, où les employeurs cherchent des bouchers ou des charcutiers et ne les trouvent pas. Il y a un véritable problème. Et dans d'autres catégories, comme les boulangers, etc., c'est la même chose. Donc, on est toujours face aux mêmes écueils. On est toujours face à une voie qui est la voie générale. Il va falloir qu'à un moment donné, dans les cartes qui sont proposées par l'éducation nationale et notamment par le rectorat, que l'on prenne à un moment donné en compte les vrais besoins du... Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que ça, c'est un faux cliché. Quand on travaille sur la carte des formations au niveau de la région, il a été toujours travaillé sur une évaluation des besoins déclarés. Aujourd'hui, je parle sous contrôle donc des artisans. Les CFA proposent des formations qui sont des formations de qualité, qui sont faites en fonction de ceux qui remontent à la région pour ouvrir ou fermer des sections. Donc je pense que ce travail-là, il n'est peut-être pas forcément connu, mais il est déjà engagé depuis plusieurs années et sous l'égide des artisans. Tout à fait d'accord. Mais est-il normal quand même que les CFA soient tributaires
ils doivent aller chercher des financements pour former nos jeunes. On est toujours en stand-by. Je dirais, pratiquement, on crie l'aumône pour que les financements arrivent. Avant, il y avait des financements, c'était un flux peut-être un peu trop important, en continu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, je dirais, Je crois que c'est la difficulté de tous les secteurs publics. C'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de financement et de budget. Donc c'est un problème. Et sur la formation, nous, je sais que chefs d'entreprise, nous recevons très régulièrement des alternants. Parce qu'il faut former à tous les métiers. Vous parliez de bouchers, il y a les plombiers, les électriciens. Il y a beaucoup de métiers qui ont une mauvaise image aussi, mais qui sont des métiers à déboucher. C'est vrai que quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a sur le continent et en Corse, on se demande comment l'enseignement n'essaye pas un petit peu plus de pousser ces jeunes à former sur des métiers qui peuvent déboucher. Demain, des jeunes qui font la formation de plombier, ils vont trouver tout de suite un métier. Quelqu'un qui fait une formation de pâtissier, il va trouver tout ce métier. Et ça, je peux vous en parler. Moi, j'en cherche des pâtissiers et ça fait 1 an que j'en trouve pas. Donc il y a des métiers sur lesquels il faut travailler et c'est les CFA qui doivent faire des formations qui soient adaptées aussi à la demande d'aujourd'hui et à l'évolution de la société. Moi, ce que je vois quand même, c'est que, pour donner un exemple par rapport à ce que je pensais, c'est qu'au lycée Montésor, par exemple, vous avez un investissement fort qui a été fait au niveau de la menuiserie et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est fermé. Donc, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves ? Parce que justement, il y a, à un moment donné, dans tout ce qui est proposé, il y a des liens qui ne se font pas entre l'entreprise... Peut-être les besoins sont mal identifiés. Je pense. On revient aux chiffres que j'évoquais il y a un instant. Dans les hôpitaux publics corse, l'île est en dessous du ratio national. 14 agents hospitaliers pour 1000 habitants, 18 agents hospitaliers pour 1000 habitants au niveau national. Pourquoi cet écart ? Alors, il peut y avoir 2 explications. La première explication, c'est que nous avons en Corse 2 gros établissements, un étabbissement psychiatrique et la Miséricorde plus Bastia, des hôpitaux locaux. Il y a peut-être une première explication sur le fait qu'on n'a pas de gros services. On parlera de transplantation, de gros services hyper techniques ou qui sont normés, où là il faut plus de personnel. Donc il y a peut-être une petite partie sur ce différentiel qui viendrait de là. Deuxième partie, elle rejoint ce que nous disons dans le monde de la santé et de l'hôpital public, mais pas que. Des grosses difficultés, du gros malaise du personnel de soins, et on en reparlera un peu plus tard, quand les gens se suicident sur leur lieu de travail, ça devrait interpeller fortement, quel que soit le gouvernement en place, ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Alors, il y a quand même le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes de 8 février dernier, qui épinglait les 2 hôpitaux de Bastia et d'Ajaccio. Elle s'inquiétait de la situation des 2 établissements et notamment de l'augmentation des charges de personnel, de 76 à 99,2 millions d'euros en 5 ans pour l'hôpital d'Ajaccio et de 76,3 à 94 millions d'euros pour l'hôpital de Bastia. Ça veut dire que, alors d'un côté, il y a des chiffres qui montrent que les ratios sont inférieurs, mais d'un autre côté, il y a une augmentation des charges de personnel. C'est de l'argent public. Oui, et là aussi, on part de situations qui sont complètement différentes. On ne peut pas comparer la situation d'Ajaccio et la situation de Bastia, ce ne sont pas les mêmes. Pour ce qui concerne Bastia, effectivement, il y a eu par période des augmentations de personnel qui ont été arrachées par le personnel quand il y a eu des créations de services et d'activités. Aujourd'hui, on n'est pas du tout au-dessus des normes nationales, ça se saurait. Et quand on nous dit qu'il y a de l'absentéisme, etc., c'est aussi faux puisqu'on est en dessous du seuil de la maladie ordinaire dans les hôpitaux. Par contre, on subit, à Bastia comme à Ajaccio, comme dans les établissements publics ou privés, on subit aujourd'hui la charge physique et psychologique de ces métiers qui n'est pas prise en compte. Ça, on en reparlera, c'est pas pris en compte. Au-delà des chiffres, est-ce qu'on peut continuer avec de tels déficits ? En règle générale, c'est un peu ce que défendent certains hommes politiques. Que se passe-t-il en France ? Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit que la France est endettée à hauteur de 2100 milliards, et ce qui représente 97% du PIB, et ça continue, vous n'avez rien que les intérêts de la dette qui représentent, je crois, 48 milliards. L'équivalent des impôts sur le revenu. Donc aujourd'hui, il est évident que je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Si demain c'était une entreprise, ça fait longtemps que la France serait au tribunal de commerce. Oui, elle serait en faillite. Elle serait en faillite. Pour ce qui est des hôpitaux, je crois que c'est un peu le même mal que la gestion de la France. À un moment donné, peut-être qu'ils sont sous-dotés ou pas, mais à un moment donné, il va falloir trouver des moyens pour qu'on diminue
diminue cette dette-là, cette dette des hôpitaux et cette dette de la France aussi et de toute la fonction publique, afin de pouvoir, à un moment donné, aller vers les entreprises pour effectuer des baisses de charges, parce que qui est créateur de richesse, c'est les entreprises. Et qui dit richesse, dit emploi. Donc le seul moyen de pouvoir rentrer dans un cercle vertueux aujourd'hui, serait de donner un petit peu d'oxygène aux entreprises. Vous entendez ce discours qui consiste à dire la dette est trop élevée, et maintenant il faut la réduire? Je l'entends et on peut même se rejoindre là-dessus. Vous avez 5 principaux candidats, il y en a 2 qui proposent une baisse drastique du nombre de fonctionnaires, 3 autres qui proposent une augmentation. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Et 30 000 de plus là, 20 000 de plus là. Moi, ce que je dis, c'est que je ne veux pas plus. Je ne veux pas plus ou moins de fonctionnaires. Et là, je crois qu'on va tous se rejoindre sur cette table. On veut mieux de fonctionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que chacun, et ma collègue Josette Risterucci l'a dit, aujourd'hui, les gens qui sont recrutés, quand ils ont une tâche à faire, je pense qu'en tout cas pour la région où l'on vit et où l'on travaille, les gens sont responsables et les gens font leur travail. Après, aller au fond des choses dans certains secteurs, voir l'efficience des choses quand il y a peut-être doublons, etc. Ça, c'est des choses à voir. Mais je ne pense pas qu'il y ait une inefficacité de notre fonction publique, en tout cas pour la région. Par rapport à ce qu'a dit Charles Soucariz. Oui. Je voudrais parler des comptes. Aujourd'hui, quand on parle de la fonction publique hospitalière, les hôpitaux sont financés par des fonds de l'assurance maladie. L'assurance maladie est déficitaire. Oui. Ce déficit, je tiens à le dire et je le redis à chaque fois que je suis interrogée, c'est un entre guillemets, faux déficit, il faut le savoir. Parce que vous avez l'État qui doit compenser des charges à l'assurance maladie, qui lui-même, l'État est le mauvais payeur. Quand on donne, par exemple, des exonérations de charges, pas que exonérations de charges que l'on peut donner, par exemple, aux entreprises pour faire des embauches. Ces exonérations de charges ne sont pas compensées. La taxe sur les tabacs, la taxe sur l'alcool, la taxe sur les assurances, la taxe sur les industries polluantes, eh ben, elles ne sont pas reversées. Et tout ça, ça représente plus de 20 milliards que l'État doit à la sécurité sociale. Donc si aujourd'hui, on comblait ce déficit, l'assurance maladie serait excédentaire. Et les hôpitaux sont déficitaires parce qu'on est passé à la tarification à l'activité. Ça concerne aussi le secteur privé, et je connais aussi bien le secteur privé. Donc ça, il faut l'entendre. On a fait une marchandisation de la santé qui est rentrée dans ce qu'on appelle, avec le traité de Maastricht, dans les services marchands. Et donc, voilà. Il y a une approche vraiment comptable de la santé aussi. Voilà. C'est un problème. Et ça vous êtes dit très bien, on est passé à la T2A, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes payé à l'activité que vous faites. Alors qu'avant, l'hôpital avait un budget global. Et ce passage à la T2A a mené une diminution, évidemment, de la rémunération, que ce soit pour le public ou le privé. Moi, je voudrais dire, en tant qu'employeur dans le privé et en même temps, double casquette, puisque je suis président d'une chambre consulaire, et à ce moment-là, je deviens, je dirais, employeur de fonctionnaires, hein, on peut les appeler comme ça. Je me suis aperçu, dans les 5 mois de ma mandature, que les gens, quand vous les mettez dans de bonnes dispositions pour travailler, ça travaille. Dans tous les domaines. Dans le privé, vous étiez arrivé avec un a priori ou pas? J'étais arrivé avec un a priori. Et on m'avait annoncé quelque chose qui est tout à fait différent de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent... Il faut leur en donner les moyens et leur faciliter la tâche. Nous, pour trouver des financements pour les chambres, on avait, par exemple, un financement, le FSE, qui dorénavant va aux chômeurs. Donc, il va falloir retrouver... L'équivalent, ouais. L'équivalent, c'est à hauteur de 400 000 euros pour la région Corse quand même, pour les chambres. Donc les chambres, elles sont toutes... en France, on a en gros 30% des chambres qui sont déficitaires. Pas par leur faute de fonctionnement. Hein. La Corse peut être fière de l'éducation nationale qu'elle a. Fabrique de cerveau depuis longtemps. Premier rang au niveau du bac. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est d'abord... Certains lycées sont d'ailleurs classés parmi Île-Rousse, 5e lycée de France. Tout cela, c'est l'engagement de nos collègues au quotidien. C'est également l'engagement des parents. Mais aussi, c'est la confiance mutuelle que se font les gens. Mais si demain, on a eu on peut dire que jusqu'en 2002, on a eu des années fastes. Jusqu'à 2007 aussi. À partir de 2007 jusqu'en 2012, on a eu des difficultés. Je crains fort que cette période-là, qui amène les enfants aujourd'hui au bac, on la ressente un petit peu. Si on veut
aujourd'hui continuer à avoir des grands professeurs Lantieri, à avoir des Corses qui brillent ailleurs et une Corse qui se lève le matin avec des gens qui sont formés, il va falloir qu'on donne les moyens à l'éducation nationale prioritairement, je le pense. Vous avez un peu esquissé cet aspect il y a un instant au début de cette émission et j'aimerais qu'on y revienne un petit instant. Est-ce que je dirais les collectivités ont fait de l'emploi public une sorte de terreau du clientélisme? José Trisserucci, vous qui êtes élu, vous l'avez dit, il y a eu Fabien Minéo l'a dit, par le truchement de l'alternance, on a des chiffres. Un constat qui est indéniable, qui concerne la Corse comme le reste, c'est dans la fonction entre guillemets territoriale qu'il y a eu le plus de création de postes. Alors, il y a eu la mise en place des intercos, il y a eu la mise en place... les transferts de compétences, les statuts 2002-2008, ils ont été importants. Il peut toujours y avoir en face d'une augmentation une explication. Voilà. Oui, bien sûr, quand vous êtes élu, vous allez voir l'élu quand vous êtes dans la panade et que vous avez besoin d'un emploi. Alors, voilà. C'est certain qu'ils vont solliciter là où il y a peut-être pas besoin de concours direct pour entrer de suite et où on sera contractuel pendant un certain temps. Voilà. Oui, mais ça concerne l'hôpital, ça concerne toutes les fonctions publiques. Toutes les fonctions. Et puis, sûr que le privé est sollicité aussi. Bien sûr, on est sollicité tous les jours. Je crois qu'une des augmentations fortes qu'il y a eu, c'était le transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales aussi, qui a fait qu'il y a eu une augmentation très importante des fonctionnaires sur les collectivités territoriales. Alors que très souvent, on dit que l'État a réussi à stopper l'hémorragie de l'embauche et rester sur des transfère les charges stables, et on a transféré très facilement les charges. Sur le service public, on n'a pas assez parlé, pour moi, du rural. Dans le rural, on voit... Le service public s'en va, du rural. Eh bien, le service s'en va, tout le monde s'en va du rural. Je dirais, tout le monde quitte moi, je suis de Katanic. Vous tournez dans toute la Corse avec votre métier. D'un petit village de Katanic. J'ai été en classe dans les années 70, on était 44, il n'y a plus personne. Donc, c'est dû à quoi? Si on veut redynamiser l'intérieur de la Corse au niveau de l'artisanat, parce que c'est souvent l'artisanat, il va falloir faire des mesures concrètes et fortes. Moi, ce que je préconise aux gens qui vont être au truc aux affaires, c'est une baisse des charges totales. Une baisse des charges totales, c'est-à-dire exonération totale des charges avec obligation de réinvestissement sur l'entreprise ou d'embauche, s'il y a capacité. Hein. Voilà des trucs concrets, des mesures simples prises qui sont concrètes. C'est pas la peine de rentrer dans des... Si on veut redynamiser l'intérieur et le rural, il n'y a que à travers... À ce moment-là, il faut que les services publics s'installent dans le rural. Ils s'installeront après. Je veux dire, si le service public n'est pas accessible dans le rural, si vous n'avez pas d'école, si service au public, il y a aussi la poste, il y a de pouvoir faire des opérations, pouvoir se soigner aussi. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a fait des mégapôles. Vous savez, ce qui se passe dans la fonction publique, ça se passe au regard de ce qui a été fait. On a fait des méga-villes, on a fait des méga-régions aujourd'hui et on a vidé les petites communes. Mais ce qui se passe encore, c'est pareil, c'est partout pareil. On a fait des méga-structures. Nous, les hôpitaux, on fait des méga-structures, on regroupe, on fait des usines à soins et on est en train de tuer aujourd'hui les cliniques de taille normale, humaine, qui sont en train de crever dans la France entière, parce que c'est des groupes cotés en bourse qui se font du fric sur le dos des malades, et on a fait des méga structures des CHU totalement inhumains, qui n'ont même plus aussi de moyens de fonctionner, et on est en train de faire crever l'hôpital local et le soin de proximité. Je voudrais juste quand même rappeler, c'est vrai qu'il y a un chiffre qui est important, 30 000 salariés de la fonction publique, 28% des salariés en règle générale. Alors, les méchantes langues des médias français diront on est 7 points au-dessus. Hein. Oui, oui. Mais en attendant, cette manne, c'est une manne d'économie locale. Et au-delà de cela... Oui, un pouvoir d'achat, elle génère un pouvoir d'achat. Exactement. Donc, PIB. Il va falloir qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions par rapport à ces gens qui, aujourd'hui, font partie de l'économie, qui ont un rôle important. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a un véritable drame dans les écoles, c'est que nous n'avons plus de médecins scolaires. Pourquoi? Nous avons des médecins, mais nous n'avons plus de médecins scolaires parce que l'attractivité d'être fonctionnaire médecin, nous avons eu un mal fou
c'est notre inspecteur d'académie qui nous a ramené dans ses valises de Guyane un médecin de prévention. Il faut savoir que dans l'éducation nationale en Corse, nous n'avions pas de médecin de prévention en Haute-Corse. Aujourd'hui, nous en avons un, mais il y a un retard considérable. Aucun enseignant de ce département ne reçoit de visite médicale, qui est, je vous le rappelle, obligatoire. Donc après, on va s'étonner du fonctionnaire qui est malade et qui n'est pas remplacé, mais on ne s'attache pas au départ à voir que les postes qui sont des postes statutaires, des postes dont on a besoin, ne sont pas demandés. Moi, pour que vous vous rendez compte qu'on a des similitudes et des points en commun, pas toujours, mais souvent. Mais quelquefois. Non, oui, quelquefois. Point essentiel. Puisqu'on ne parle. Quand Mme Riccarucci dit il y a eu un développement accru des grandes surfaces, il faut savoir que la région Corse est la première d'Europe au nombre d'habitants. En termes de superficie. En termes de superficie. Pour moi, c'est la mauvaise politique qu'il ne fallait pas appliquer à la région Corse. Pour moi, en tant qu'artisan. Parce que les gens qui portons le travail bien rémunéré en Corse, c'est les artisans. Les artisans, ils sont pourvoyeurs d'emplois pérennes, d'emplois super bien, en général, pour nous, bien rémunérés. On le sait, puisque chez nous, un boucher qui commence, il peut commencer, un jeune, il peut commencer, on en parlait tout à l'heure, à 1 800 € net par mois, s'il est compétent, bien sûr. Après, il y a... Voilà. Et donc, quand on préconise ça, on se retrouve avec de l'emploi souvent précaire, pas tout le temps, mais ils sont pourvoyeurs d'emploi, ces gens-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les grandes surfaces, on est en train de tirer un peu à boulet rouge dessus. Mais les grandes surfaces créent de l'emploi, même pour certains, il y a de l'emploi précaire, parce que ça correspond à du temps de travail. Je ne dis pas qu'elle ne crée pas d'emploi. Je dis qu'elle ne crée pas les bons emplois. Et elle crée aussi... Ce sont les conditions dans lesquelles elle crée. Certaines conditions. Et elle crée aussi la possibilité d'accéder à des prix compétitifs sur lesquels la population ne pourrait pas accéder si on n'avait que les artisans. Et heureusement qu'on a les artisans, c'est pas ce que je veux dire, puisque l'artisan donne du produit de qualité, c'est l'image de la Corse aussi, etc. Mais je crois qu'il y a la place pour tout le monde, et il faut des grandes surfaces avec un pouvoir d'achat faible, et il faut aussi des artisans pour pouvoir aller se tourner vers un produit de qualité. Juste un petit mot, il faut quand même avouer qu'on a un combat de chefs sur les grandes surfaces. On se rend compte, on se dispute le leadership dans ce domaine-là, et je ne sais pas si le simple consommateur, ouvrier trouve son compte. Quand il y a de la concurrence et qu'on discute à leadership, sur quoi on fait action en premier pour pouvoir avoir le leadership? C'est le prix. Donc ça profitera à la population, puisqu'il y aura une baisse des tarifs et une augmentation. Moi, je ne les considère pas comme des concurrents. Attention. Si on parle justement de cette concurrence qui touche tout le monde, la concurrence, elle rentre aussi dans le champ sanitaire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous prenez l'exemple des États-Unis. Tout le monde nous parle des États-Unis où on serait tous jeunes, riches et beaux. Aux États-Unis, la dépense de santé, ça représente 16% du PIB. Parce qu'on a tout privatisé. Et que si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de travail, on crève. Ou de mutuelle privée. Ou de mutuelle d'assurance. Je parlerai d'assurance, privée. pas de réseau mutualiste. En France, on est à 11, et quelques % de dépenses de santé dans le PIB. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que si on veut bien soigner, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à ce secteur concurrentiel, coté en bourse, je le dis bien, qui se fait du fric sur la maladie. Et on oublie la prévention dans ces cas-là, parce que celle-là, elle n'est pas rentable. Il nous reste un quart d'heure d'émission. Parmi les réformes que certains candidats veulent entreprendre, il y a celle des fameux régimes spéciaux. C'est un dispositif antérieur à la création de la sécurité sociale qui permet à certains fonctionnaires de partir à la retraite beaucoup plus tôt. SNCF, RATP, certaines collectivités locales, les mines, l'industrie gazière. C'est 5 millions de personnes qui sont concernées. Le coût pour les finances publiques est évalué à 10 milliards d'euros par an. Faut-il réformer ce système? Oui ou non? Alors, on demande d'abord aux salariés du privé. Moi, là, je vois vraiment quelque chose qui nous oppose totalement. Comment un salarié, je vais vous prendre le cas d'un boucher, puisque je connais bien, quand on nous dit que la pénibilité de certains travaux, il y a qu'à 55 ans, il faut qu'ils arrêtent. C'est ce qui est évoqué comme explication. Je ne citerai pas dans quel domaine on voit des gens partir à 50 ans à la retraite. Quand un boucher qui a commencé à l'âge de 15 ans, vous passez à 55 ans, il est usé, un maçon, il est usé. Donc, il va falloir, et je pense qu'on sera d'accord, mettre en harmonie
tout ça, parce que sinon, il y a une disproportion qui est trop évidente aux yeux de l'ouvrier du privé, hein, aux yeux de l'artisan du privé. Comment on peut nous calculer notre régime de retraite sur les 25 dernières années et les 6 derniers mois. Alors, on réforme ou pas? Parce que la pénibilité, effectivement... Je crois qu'on est sur la pénibilité sur d'anciens métiers. Le cheminot d'aujourd'hui n'est plus le cheminot d'il y a 40 ou 50 ans. Mais l'enseignant d'aujourd'hui qui partait... L'enseignant d'hier qui partait à 55 ans et celui qui aujourd'hui, avec la canne, va partir à 65 ans. Depuis la réforme Fillon de 2003, d'ailleurs. 2003, il rajoutait une louche en passant en 2010, qui nous amène à 42 annuités et à l'âge de 67 ans. Moi, j'ai commencé à 23 ans, vous faites vite le compte, à 65 ans et demi, face à mes maternelles, je vais être un vieux gâteux. Mais c'est pas grave, j'irai avec le dentier et la canne. C'est pas le problème. Une fois que j'ai dit ça, je pense que par accord de branche, il va falloir que l'on voit, effectivement, le cheminot qui n'a plus le charbon, on peut discuter mais de la responsabilité aussi qu'il a à l'âge où il conduit et où il a une responsabilité. Il va falloir tout regarder. Aujourd'hui, plutôt que de détruire, voyons ce qui existe. Mais quand on parle, et c'est la deuxième partie de votre propos, quand on parle de l'alignement du public sur le privé, je rappellerai simplement une chose, c'est que de retraite complémentaire, dans la fonction publique, je n'en ai pas. Donc, je vais être effectivement un autre. Je n'irai pas acheter de beefsteak chez M. Martinet. Je n'irai peut-être même pas dans les grandes surfaces. Je ne sais pas où j'irai me nourrir. Peut-être qu'il y aura toujours les restos du cœur. Parce qu'avec une retraite de 800 ou de 900 euros par mois, ce qui est le lot quotidien de plus en plus de collègues, si en plus on les amène catégorie A sur les 25 meilleures années, la pauvreté, elle va être Je crois qu'on est d'accord pour le public et le privé. Hein, les retraites aujourd'hui sont très difficiles à assumer. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, grâce à la santé et à l'hôpital public... On aura plus de cotisations et on n'aura plus... Grâce à l'hôpital public et aux établissements privés, je crois qu'on soigne mieux, on vit plus vieux, et à 60 ans... Pour certains, on est encore jeune, donc je crois qu'on peut encore continuer un petit peu à travailler. Après, évidemment, il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus dangereux que d'autres, puisque vous prenez l'exemple du cheminot qui va conduire le train, à ce moment-là, on peut peut-être faire des évaluations à 55, 60 ans, pour voir s'il est toujours apte à faire. Alors, sur la pénibilité évoquée par le président de la Chambre des métiers, vous entendez ces arguments? Oui, Est-ce que vous entendez ce discours qui consiste à dire qu'il faut harmoniser parce qu'il n'est pas normal que d'un côté, certains puissent partir à 52 ou 53 ans et puis que... Sur la pénibilité, moi je voudrais quand même vous dire que par exemple des services, des personnels comme les infirmiers, les aides-soignants qui ont des horaires décalés, qui travaillent... comme pratiquement personne ne le fait, rappelé sur des congés avec des fois des horaires de 12 heures, de 10 heures, où ce personnel-là a perdu la pénibilité. Et on va se retrouver aujourd'hui dans les services de soins avec des agents qui auront 67 ans. Il faut quand même le savoir. C'est illogique même. Voilà, donc vous voyez l'absurdité du système dans lequel on est aujourd'hui. Et quand je parle de ces métiers, c'est valable, je le redis. Quand on est infirmière dans l'hôpital, on est infirmière dans le libéral, on est infirmière dans un service de soins. Quand on est aide-soignante et qu'on soulève des malades, donc on pèse 50 kilos, on a besoin... Non, je dis qu'on a besoin de revoir parce que ce qui a été fait aujourd'hui n'a pas été fait de façon intelligente. Je veux dire, on a encore créé des inégalités, des inéquités. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, on a mis un dispositif pour mesurer la pénibilité, le C3P qui doit être mis dans les entreprises, qui est une totale usine à gaz. Voilà. Trop complexe. Comment je vais, moi, mesurer combien de temps mon salarié passe les bras levés ou accroupi ou soulève une charge? Là où c'est très facile à évaluer, c'est le travail de nuit. Là, c'est très simple. Mais aujourd'hui, c'est une usine à gaz. C'est encore une contrainte supplémentaire pour l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, mais une contrainte supplémentaire. Donc au lieu d'alléger un petit peu, on devait alléger les contraintes de l'entreprise, on est en train de les alourdir. Et d'alourdir aussi la relation entre le salarié et le patron. J'invite, si on pouvait faire un vie ma vie avec François Corse, et passer une journée en REP+, par exemple, sur une école comme Charles-André, Réseau d'éducation prioritaire plus, qui a été reconnu par l'institution, simplement une journée, et que vous voyez dans quel climat, dans quelles conditions travaillent nos collègues. Certes, elles sont rémunérées un petit peu plus que les autres. Mais il y a une vraie pénibilité. Bon, la pénibilité, on touche du doigt. Physique, elle est aussi psychologique. Elle est psychologique. On est dans
on est vraiment dans une configuration où la retraite, pour certains, est attendue et les risques psychosociaux sont multipliés. Alors, sur l'aspect psychologique de la pénibilité du travail. Je voudrais donc, sur l'aspect psychologique, on a tendance aujourd'hui à nous mettre des psys partout. Alors moi, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce qu'aujourd'hui, sous contrôle du directeur d'une clinique psychiatrique, ce n'est pas le psychiatre qui va aujourd'hui pallier les difficultés d'organisation et d'incohérence et de lourdeur administrative qui font dysfonctionner l'hôpital. Aujourd'hui, on vous met une cellule de crise avec un psy, mais quand vous retournez dans votre service, le problème de dysfonctionnement ou de désorganisation qui fait que vous êtes en train, vous, de décompenser sur votre lieu de travail n'est pas réglé. Alors arrêtons, faut mettre des mots sur les dysfonctionnements et avoir à un moment donné le courage de mettre un coup de pied dans la fourmilière quand ça ne va pas. Et cet emballage de risques psychosociaux, quand on parle du physique, c'est une chose, mais quand on parle de ce qui est du ressenti, du psychologique, c'est inadmissible. Et un point sur les régimes et sur les salaires des fonctionnaires et des retraites, il faut savoir que le fonctionnaire, on va parler on y vient. le fonctionnaire qui part avec un niveau de retraite sur les 6 derniers mois, il faut savoir que tout ce qui est prime n'est pas compris dans le calcul de la retraite, pas toujours, mais il paye des impôts dessus. Voilà, mais il paye des impôts dessus. Donc vous prenez par exemple une aide-soignante qui avait 30% de son salaire en prime. Quand on lui calcule son salaire de départ à la retraite. Sur 70% de son salaire. Voilà, et vous avez que 10% des 30% depuis la réforme Fillon qui compte dans ce calcul. Sur le calcul, donc, 6 mois pour les fonctionnaires, 25 ans pour le privé. D'accord ou pas? On est d'accord. Ou il faut harmoniser. Il faut harmoniser. Il faut trouver un consensus. Il faut harmoniser au mieux. Voilà, exactement. Par le haut. Aujourd'hui, pas au plus bas. La réforme, c'est pour être mieux. Aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter d'opposer le public et le privé. Tout à fait. Et Josette l'a rappelé, je suis directeur d'établissement de soins. Entre autres casquettes. Entre autres casquettes. Et aujourd'hui, si vous voulez, le ministère de la Santé, par le biais de l'ARS, nous demande de plus en plus de travailler en relation entre le public et le privé. Donc je crois que cette piste qui existe dans la santé peut exister aussi dans toutes les autres branches, bien sûr. On le fait déjà, nous, on n'a pas attendu les directives. Hein. Oui, mais dans la santé, moi je parle dans les autres branches d'État. On pourrait mettre en relation du public et du privé afin d'offrir un meilleur service à la population. Le but, il est toujours là, d'offrir un meilleur service à la population et d'essayer, évidemment, d'en diminuer le coût. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, il faut absolument diminuer le coût de tous ces postes-là. Il nous reste 5 minutes. Un mot sur la rémunération, notamment celle des enseignants. La rémunération des enseignants en Europe. Regardez les chiffres. 20 à 24 000 euros par an en France. C'est une moyenne, attention, on ne va pas ergoter sur les chiffres. 51 000 euros en Allemagne, 45 000 euros en Espagne, 31 000 euros en Italie. Alors l'argument, c'est que les enseignants des autres pays européens travaillent ou travailleraient plus. Je parle du premier et second degré. C'est un vaste débat. Alors, ils travaillent peut-être, certes, plus, mais... Notamment en Allemagne. Oui, en Finlande, ils sont 2 par classe. Moi, j'invite là aussi, venez, open bar à Luciane, avec mes 32 petites sections. Vous allez voir dans quelles conditions on travaille. Il faut à un moment donné raison garder. On sait qu'aujourd'hui, la variable d'ajustement de toutes ces réformes de la fonction publique chez nous, elle a été les réseaux d'aide qui ont disparu, ou quasiment, le nombre de remplaçants qui ont fondu et le nombre d'enfants par classe qui a augmenté. Donc c'est une moyenne de 30 par classe en maternelle et de 27 par classe en élémentaire. Ce ne sont pas des conditions de travail acceptables. Alors aujourd'hui, moi, ces chiffres comparatifs montrent au moins une chose, c'est que les enseignants français, ils sont 27 heures par semaine en classe et qu'ils gagnent malheureusement, si on le regarde dans les chiffres de l'OCDE, ce sont quasiment les moins bien classés. Voilà le constat que je fais. Un petit mot, les enseignants ne sont pas là pour éduquer, ils sont là pour enseigner. Et je pense que ces dernières années, depuis quand même 20 ans... On confond un peu les deux. Les tâches se sont accumulées, c'est vrai. Voilà, sur la question du temps de travail, moi je voudrais quand même rappeler que la fonction publique hospitalière, et notamment les hôpitaux en Corse, quand on a eu le passage aux 35 heures, nous avons créé des emplois. Oui, non, mais... Et ce n'est pas le cas dans la France entière, parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit « mais les 35 heures ont tué l'hôpital », c'est faux. C'est faux. Nous avons en Corse créé les emplois, créé les conditions d'embauche, fait de la formation, et c'est justement un des attraits
de ces métiers, pourquoi on vient travailler à l'hôpital et pourquoi quand on est infirmière ou aide-soignante on a envie de travailler, parce que c'est quand même cet avantage qu'on peut avoir dans des métiers de pouvoir avoir des vacances effectivement en plus, mais en contrepartie, oui, le service rendu, la qualité l'attractivité et peut-être au du métier rendez-vous. d'enseignant, Voilà. ce n'est pas le salaire. L'attractivité du métier d'enseignant C'est un peu un sacerdoce. et de professeur des écoles aujourd'hui en Corse, c'est la possibilité, contrairement aux copains du second degré, de pouvoir travailler, rester dans notre académie, d'être directement après le directement concours. dans un de deux départements. Dans un autre registre, donc, je voudrais que les artisans qui travaillent 70 et 80 heures par semaine puissent se rémunérer du mieux. Y compris pour la retraite, puisque tout va de pair. Pour la retraite, ils ont de quoi s'inquiéter, sérieusement. Je crois que chacun doit être rémunéré au niveau de son travail, ça c'est certain. Tout à fait. Mais enseignant n'est-ce pas le plus beau métier du monde? Je le confirme. Je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est quand même une des choses les plus importantes qu'il peut y avoir. Puisque avec la santé. Avec la santé, évidemment. Mais l'enseignement, si vous voulez, c'est quand même par là où passent tous nos jeunes. C'est les jeunes de demain, c'est les salariés de demain et c'est les patrons de demain. Donc il faut qu'on ait vraiment dans ce pays un enseignement de qualité. Il nous reste une minute d'émission. Emmanuel Macron propose que les fonctionnaires travaillent différemment, notamment que certains services publics ouvrent le dimanche. Alors vous, ça ne vous concerne pas puisque l'hôpital est ouvert 7 jours sur 7. Vous, on ne peut pas faire venir les enseignants le dimanche. Non, mais on peut prenons un exemple. Est-ce qu'il ne serait pas logique qu'un artisan qui travaille toute la semaine et qui a besoin d'aller aux impôts, il ne puisse pas y aller le samedi, par exemple? On va prendre l'exemple des impôts. Pourquoi l'accueil des impôts, il n'y a plus personne dans des heures de bureau? Voilà qu'on commence par ouvrir. Mais sur le principe. Non, ça c'est une discussion qui peut se transformer en discussion très houleuse, parce que même quand on en parle de privé, ça déchaîne les... Voilà. Heures de bureau, les bureaux qui sont censés être c'est une question de moyens, mais sur le principe, ce que propose Emmanuel Macron, est-ce que ça vous paraît acceptable ou pas? Mais ça existe déjà. Je veux dire, nos collègues infirmiers, ils ne s'arrêtent pas le vendredi soir. Non, mais là, bien évidemment, mais ça c'est sur des services qui fonctionnent 7 jours sur 7. Mais est-ce que dans certains services publics, il serait logique que l'on ouvre, par exemple, le samedi matin pour permettre à... S'il faut ouvrir ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a une difficulté. Certains salariés sont obligés de prendre une journée de repos pour pouvoir aller aux impôts ou dans d'autres organismes administratifs. Les impôts, ils ferment durant les heures normales. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va mettre à plat... Ou de décaler un peu les horaires d'ouverture, allez. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il ne réceptionne plus du tout de public aux impôts? Voilà, ce sera l'objet d'un prochain débat, en tout cas. J'aurais dû commencer par ça. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse via Still. Émission à revoir en multidiffusion ainsi que sur notre site internet. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonsoir. Oui, c'est dans le cas demain. Bon.